Aujourd'hui, on reçoit Nadi Bouana, l'ancien dirigeant de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, pour ce nouvel épisode de Contrôle, le podcast pour reprendre le contrôle sur nos vies numériques. Nadi Bouana, c'est un passionné d'Internet, passionné aussi des valeurs de l'Internet de ses débuts, c'est ce qu'il a cherché à défendre au sein même de l'État. Il s'est fait connaître notamment parce qu'il a diffusé une note au sein des ministères où il les encourageait à ne plus utiliser les services de Microsoft sur le cloud. Ça a fait beaucoup de bruit, forcément ça a fait réagir Microsoft et les différentes big tech qui s'est peut-être mis à dos. On va en discuter avec lui, il a beaucoup de choses à nous raconter et il va nous présenter ses nouveaux projets. Bonjour Nadi Bouana, on est très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Contrôle, le podcast pour reprendre le contrôle sur nos vies numériques et sur la tech. C'était important pour nous de vous recevoir parce que vous étiez pendant 3 ans le patron du numérique de l'État français, donc ce n'est pas rien. C'est une bonne personne à interroger sur ces questions de contrôle de nos vies numériques. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous réexpliquer ce qu'est la DINUM, donc la Direction interministérielle du numérique, et nous parler un petit peu de votre parcours qui vous a amené vers cette position-là jusqu'à janvier 2022, où vous avez quitté cette fonction. Bonjour Arnaud, merci pour votre invitation. La DINUM, c'est la Direction interministérielle du numérique. C'est le capitaine d'équipe du numérique de l'État. Chaque ministère a sa propre direction, sa propre chaîne de commandement, ses propres projets informatiques, de télécommunications. En tant que DINUM, on assure la coopération entre tous ces acteurs et on assure également la liaison avec le politique. Et on voit bien qu'il y a des enjeux qui portent sur le travail ensemble, qui portent sur la mutualisation des outils, qui portent également sur des enjeux de souveraineté ou d'autonomie. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc moi, le numérique, c'est quelque chose dans lequel je suis tombé tout petit, puisque dès le collège, en fait, j'ai commencé à manipuler les premiers micro-ordinateurs. Ça remonte déjà à quelques décennies. Et pendant mes études d'ingénieur, Internet en fait a déboulé dans les campus. Hein, c'était dans les années 91, 92, 93. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu envie de m'y plonger, de comprendre comment ça fonctionnait. Et ensuite d'en faire mon métier. C'est ce que j'ai fait pendant 25 ans à peu près. Moitié au sein de l'État, au Quai d'Orsay, pour m'occuper des communications des ambassades et des consulats, aux douanes, pour la bascule en fait numérique des douanes. Mais également comme entrepreneur, puisque j'ai eu l'occasion de créer plusieurs entreprises dans le domaine du conseil, dans l'édition logicielle, dans les services aux entrepreneurs également, avant de rejoindre la DINUM, au sein de laquelle je suis resté 3 ans, et puis j'ai repris au début de cette année, en janvier de cette année, un peu ma liberté pour me lancer dans un nouveau projet entrepreneurial qui s'appelle Flore, qui est une communauté d'entrepreneurs. Pour préciser aussi sur votre parcours, je crois que vous êtes quelqu'un qui a, comme on dit, vous mettez les mains dans le cambouis. En tout cas, vous l'avez fait à vos débuts. Vous avez appris le code. Vous faisiez vraiment de la tech. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'a beaucoup intéressé et qui continue à m'intéresser. Je continue à développer le soir. Et j'ai toujours développé des jeux, des sites web, des bases de données. Et c'est un vrai plaisir, c'est une vraie passion, le code. Les réseaux de télécommunications également. Et tout ce qui est autour, la sécurité informatique, les serveurs, finalement l'environnement tech. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental de comprendre et de pratiquer pour ensuite pouvoir au mieux conseiller et faire. Quand vous avez démarré, est-ce que vous rêviez de devenir start-upper ? Est-ce que vous avez des projets dans la tech entrepreneuriale ? Et comment vous vous êtes retrouvé finalement à travailler pour l'État ? Parce que ce n'est pas un parcours habituel. Quand on veut travailler dans la tech, on ne s'imagine pas devenir peut-être fonctionnaire d'État. Vous avez raison. Alors, je me suis un peu laissé porter par le courant. Hein. Mes études m'ont porté vers l'école polytechnique et puis ça débouche un peu naturellement vers des corps d'État. J'avais envie de faire des télécoms, de l'informatique et j'avais cette opportunité de le faire au sein de l'État. Et on m'avait, à cette époque, vanté les mérites de l'État. C'était la possibilité de prendre très vite des responsabilités même avec peu d'expérience, ce qui m'a effectivement assez convaincu de me lancer dans cet univers public. Bon, il y a d'autres raisons plus personnelles. Moi, je suis arrivé en France en provenance d'un pays en guerre. Quelque part, j'ai bénéficié de tout le système éducatif français, de l'école républicaine, et j'ai eu envie, quelque part,
au même titre que j'avais beaucoup reçu, de rendre également du temps, de l'énergie, du savoir. Et c'est ce qui m'a beaucoup convaincu aussi de rester au sein de l'État. Vous avez une fonction donc très importante durant 3 ans à diriger la DINUM. Vous avez porté différents projets, notamment le programme tech.gouv, qui était très important pour le gouvernement en place alors. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous faire un petit bilan de ce qui a été fait et quelles sont vos plus grandes fiertés, peut-être aussi vos plus grands regrets sur cette période? Alors effectivement, la DINUM, je vous disais, c'est ce capitaine d'équipe, mais on ne se contente pas de faire travailler les différentes équipes ministérielles. En fait, on met les mains dans le cambouis et donc on construit des outils qui doivent servir au plus grand nombre. Le programme tech.gouv, c'était l'incarnation d'une méthode qui consistait pas simplement à dire aux autres ce qu'ils devaient faire, ça c'était plutôt une posture facile, je dirais, mais qui est plutôt d'animer des équipes qui proviennent d'univers différents pour travailler ensemble, pour construire ensemble des solutions. Ce programme tech.gouv, il a effectivement donné lieu à un grand nombre de réalisations. Celle qui est la plus connue probablement, c'est France Connect. France Connect, aujourd'hui, c'est la possibilité pour 38 millions bientôt de Français. Je crois qu'on a atteint le seuil. Oui. Je l'utilise, c'est vrai que c'est génial. Il y a 3 ans et demi, il y avait moins d'1 million d'utilisateurs et l'idée, c'était justement d'en faire un outil très largement démocratisé, d'accès en confiance aux ressources publiques d'abord, et puis au fur et à mesure que les mois et les années ont passé vers des ressources privées. On a beaucoup travaillé également dans le cadre de tech.gouv sur les enjeux de résilience numérique, et ça a été particulièrement utile pendant la crise sanitaire. Alors justement, je vous arrête là-dessus parce qu'on en parle beaucoup et ça va être important dans notre échange. La résilience en termes de numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'État, ce qui était fondamental, c'était de pouvoir assurer la continuité du service public. Faire en sorte que du jour au lendemain, en mars 2020, lorsque la quasi-totalité des fonctionnaires ont été amenés à rentrer chez eux et à essayer de travailler depuis chez eux, qu'on mette à leur disposition les outils pour continuer à assurer ce service public. Et la résilience, c'est en période de crise en particulier, c'est vraiment cette continuité de fonctionnement. Et l'enjeu finalement du directeur interministériel du numérique et de son équipe, c'est de prévenir les catastrophes qui pourraient survenir et de dimensionner des solutions de manière raisonnable. Évidemment, le tout sécurité est hors de prix, mais de réfléchir à des solutions de contournement qui préservent d'une certaine manière l'autonomie de la France et de son service public. Quelle est votre plus grande fierté de ce mandat ? Je ne sais pas si on peut parler de mandat, en tout cas de cette expérience que vous avez eue. Je ne sais pas dire si j'ai une plus grande fierté. Je peux citer plusieurs progrès qui me paraissent importants. Le premier progrès qui me paraît vraiment fondamental, c'est celui de l'amélioration du numérique pour tous. C'est-à-dire qu'un des risques, et d'ailleurs on a vu à plusieurs reprises les sénateurs, les députés s'en émouvoir, un des risques, c'est de faire de la bascule numérique des services publics et du coup d'écarter de l'accès aux services publics une partie de la population, la moins à l'aise avec les outils, ou parfois simplement parce qu'elle n'accède pas aux ressources et aux réseaux. Et donc on a beaucoup travaillé pour essayer de faire en sorte que le numérique soit de qualité. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent à accéder aux ressources, ils voient un gain et n'y voient pas une régression, n'y voient pas un recul du service public. Et ça, c'est quelque chose qui met du temps, mais qui a été un vrai combat de 3 ans, d'embarquer tous les ministères. Donc on a pris les 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français et on a essayé de faire en sorte qu'elles soient toutes numérisées et qu'elles soient toutes bien numérisées, qu'elles soient toutes accessibles en situation de handicap, par exemple, qu'on développe des réflexes de l'UX, donc du design, donc, qui viennent du monde du design, pour faire en sorte qu'un utilisateur en face de sa démarche administrative en ligne comprenne ce qu'il faut faire, n'ait pas besoin d'accéder à une assistance, et dans le cas où une assistance est nécessaire, qu'il puisse y accéder. Alors on n'a pas accompli 100% du parcours de ces 250 démarches, mais on a plus de 80% alors qu'on avait démarré quelque part dans une situation bien en dessous des 40%. On partait de très loin en effet. D'assez loin. Vous parlez en termes du X des services de l'État, c'est vrai qu'on partait très loin, c'était compliqué. Donc ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples dans le domaine de la data, par exemple, faire en sorte de faire... d'obtenir la maturité dans les équipes de direction, dans les ministères, pour s'intéresser au sujet de la donnée et en faire un actif
C'est un actif, ça s'entretient, ça s'exploite, ça se protège, ça s'ouvre également avec l'open data. Donc en faire un vrai actif au sein de l'administration, ça a été un travail relativement long, mais avec des vrais résultats. Et on a pu voir en particulier sur la dernière année, l'année 2021, une appropriation de l'ensemble des ministères, de l'ensemble des ministres, parce que ça a été porté aussi par le Premier ministre, donc de l'ensemble des strates de décision de l'État, de cet enjeu de la data, mais aussi celui de l'open data, donc de l'ouverture de la donnée et de la mise à disposition de ces données du public, avec la première place qui a été conquise par la France à l'échelle européenne. C'est quand même un motif de satisfaction. L'open data, c'était l'un de vos gros chantiers aussi, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'objectif ? C'est quoi ? C'est mettre à disposition de la data fournie par l'État à des services tiers ? Pour moi, l'objectif principal, c'était le cycle de vie de la donnée. Se saisir de la donnée pour en tirer tout son potentiel. Prendre des décisions basées sur la donnée, c'est quand même plus intéressant et plus productif que prendre des décisions basées exclusivement sur son intuition ou sur son sens politique. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a été... Bon, c'est une culture d'ingénieur, je dirais, qui est quelque part mise à disposition, ou qui a été apportée à nos décideurs, justement pour développer ce réflexe. L'open data, c'est ce que l'on fait finalement en bout de chaîne, une fois que l'on a acquis des données, que l'on les a mises en qualité, qu'on les a exploitées, les remettre à disposition des tiers. C'est le meilleur moyen à la fois de permettre à ces tiers, la société civile, les associations, d'autres entreprises, d'exploiter ces données pour créer des services à valeur ajoutée, mais c'est aussi assurer une transparence de l'action publique. Et on voit bien, à l'heure des fake news généralisées, le fait de développer une culture du reporting vers les citoyens de la situation, donc des faits, des données, c'est quelque chose qui nous permet, je pense, en France en tout cas, de mieux lutter contre les manipulations que dans d'autres pays qui ont moins cette culture de l'open data. Un bon moyen de l'expérimenter, c'est pendant la crise du Covid. Ce qui s'est passé, par exemple, on a l'exemple de Guillaume Rosier qui a créé Covid Tracker et puis ensuite Vitmados. Est-ce que c'est typiquement ça, un usage d'open data ? Alors, c'est ça, et c'est même, je dirais, l'intérêt de Vitmados, enfin ce qu'a fait Guillaume Rosier et puis ce qu'on fait d'autres, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a le sujet d'exploiter les données, mais il y a aussi, quelque part, cette nouvelle culture qui consiste à dire que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Et on va retrouver des étudiants, mais on va retrouver des associations, on va retrouver des entreprises, on va dire, dans le domaine concurrentiel, qui aussi vont avoir envie de se positionner sur les projets d'intérêt général. Je vous disais que c'était un des moteurs pour l'émergence de Flore, mais je sais citer un très grand nombre d'entreprises qui contribuent à cet intérêt général, ce qui n'est pas antinomique avec une culture du développement commercial. Comment on fait pour insuffler cette culture qui est très propre à l'univers de la tech, des développeurs, alimentés par l'idéal de ce qu'était Internet au début, de l'open source ? Comment on fait pour insuffler ça au sein même des administrations qui parfois n'y comprennent rien, j'imagine ? Alors, c'est l'enjeu numéro 1 du DINUM. L'enjeu numéro 1 du DINUM, c'est d'arrêter de parler aux tech. C'est de parler aux décideurs de l'État, aux ministres, à leur cabinet, aux secrétaires généraux, aux directeurs d'administration centrale, tous ceux qui sont issus en général d'univers non-tech, mais qui sont aux manettes des politiques publiques. Et en fait, le vrai enjeu, il est là. C'est comment on utilise la tech pour faire évoluer les politiques publiques, pour les transformer, pour les moderniser, pour faire en sorte qu'elles coûtent moins cher, mais aussi pour faire en sorte qu'elles atteignent mieux les usagers. Parfois même qu'elles contribuent davantage à la productivité ou à la compétitivité des entreprises françaises. Et donc, c'est ce pont entre les politiques publiques et l'univers technique qui est en fait au cœur du métier du DINUM, mais aussi au cœur des métiers des nouveaux directeurs du numérique dans l'État. C'est tout. On a vu ça dans les entreprises également. Les anciens directeurs informatiques, ils s'occupaient de la tech. Les directeurs du numérique, ils s'occupent des enjeux marketing, des enjeux business. Et c'est ce pont qui a été fait entre l'univers de la technique et l'univers des projets, des politiques publiques ou l'univers stratégique qui est, je trouve, particulièrement intéressant ces dernières années. Il y a eu plusieurs chantiers majeurs que vous avez su relever parfois avec de la réussite. D'autres qui ont dû être plus difficiles. Est-ce qu'il y a eu des regrets, des choses que vous n'avez pas pu accomplir comme vous auriez aimé ?
Alors, soit j'utilise mon joker maintenant, soit j'essaie de répondre. Alors, évidemment, les choses ne vont pas aussi vite que j'aurais aimé. Quand vous venez de l'entrepreneuriat et que vous vous retrouvez dans une grande machine comme celle de l'État, mais ça doit être la même chose dans les grandes entreprises privées, tout prend du temps. Il y a énormément de monde qu'il faut convaincre, il y a des forces en présence qui, évidemment, ne poussent pas dans le même sens ou ne tirent pas dans le même sens, et donc tout prend du temps. J'aurais aimé que ça prenne moins de temps, ça a pris 3 ans et on n'a pas fini, il reste encore pas mal de choses à faire, et donc il y a encore beaucoup de travail pour mon successeur à la tête de la DINUM quand il sera nommé. Après, est-ce qu'il y a des projets qui ont été sur lesquels j'ai des regrets? J'ai un regret, probablement, c'est celui de Stop Covid. J'ai 2 regrets en fait concernant Stop Covid. Le premier, c'est que mes autorités ne m'aient pas confié le projet et n'aient pas confié ce projet à mon équipe. Je pense qu'on aurait pu apporter une capacité d'ingénieur, une capacité d'analyse pour faire des choix peut-être un peu différents. Et un deuxième regret, c'est qu'on n'ait pas réussi à transformer ce projet en un outil plutôt d'alimentation de la science, plutôt qu'essayer de notifier les citoyens les uns les autres et créer potentiellement un peu de panique. Les technologies n'étaient pas prêtes pour faire un outil C2C, donc entre citoyens. En revanche, on aurait probablement pu contribuer de manière beaucoup plus efficace au développement du savoir autour de la pandémie, en alimentant les chercheurs, les épidémiologistes avec des données volontaires proposées par les citoyens qui auraient aimé rentrer dans le dispositif. Donc mon regret, c'est probablement Stop Covid. Hormis cela, je ne vois pas très bien. Les autres projets se sont à peu près passés comme je souhaitais que ça se passe. Sur Stop Covid, finalement, c'est quoi? C'est Bercy qui a traité ça directement, non? Par le secrétaire général, qui ont fait appel à un prestataire externe? Non, je vais pas rentrer dans la polémique autour de cet outil. Le constat, on le voit de toute façon après plusieurs, avec le recul, peut-être pas de l'histoire, mais enfin de quelques années. Le pivot qui a été fait avec tous anti-Covid pour en faire un gestionnaire de fichiers, finalement, bon, il était salutaire. C'est vrai que ça a permis effectivement de fluidifier les déplacements des Français. Toute la partie tech initiale, elle est tombée parce qu'elle reposait pas vraiment sur de la science. On vous connaît aussi pour vos prises de position, notamment que la fonction vous incombe à ce moment-là, et notamment une prise de position vis-à-vis de Microsoft, qui a fait beaucoup de bruit. Donc c'était à la rentrée 2021, je crois, c'est ça à peu près, où vous avez envoyé une note à l'attention des directeurs du numérique dans les différents ministères. J'imagine que ça s'adressait aussi à l'ensemble de l'administration, donc peut-être les collectivités, etc. Un message qui s'adresse à tous, où vous les encouragez à ne plus utiliser les services de Microsoft Office 365. Uniquement cela, je précise, parce que du coup, c'est des services qui sont utilisés sur le cloud de Microsoft, donc le cloud d'Azure, ce qui implique, j'imagine, vous allez nous expliquer, qu'en temps réel, ces données, les échanges qu'il pourrait y avoir sur ces services qui sont sur le cloud, disponibles en ligne, peuvent être transférés aux États-Unis ou peuvent circuler en tout cas sur des services de cloud d'entreprises privées. Est-ce que c'était ça le risque? Et est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision? Alors peut-être il faut rembobiner un tout petit peu. Avant cette note qui a fuité, il y a une prise de position officielle de l'État sur la stratégie cloud. C'est un travail qui a duré 6 mois avec beaucoup de discussions, des points de vue divers qui ont été agglomérés, que moi sur le volet de l'administration j'ai porté. Alors évidemment, les ministres ont porté plutôt le volet politique. La stratégie cloud de l'État, elle a été concrétisée dans une circulaire du Premier ministre, donc c'est quand même pas rien, ça veut dire qu'il y a une vraie prise de position officielle. Elle s'appuie sur une double approche. Une approche d'abord de l'État utilisateur de technologie. C'est ce que l'on a appelé la stratégie cloud au centre. La stratégie cloud au centre, qu'on peut retrouver dans la circulaire, elle vise à protéger les Français, les citoyens français, les entreprises françaises et les agents publics des dérives potentielles et de l'utilisation abusive potentielle de leurs données. Mais en même temps, elle incite les administrations à se tourner vers les technologies du cloud. Et donc, il fallait trouver un compromis entre arrêter de faire de l'informatique à la papa, c'est-à-dire se tourner vers les nouvelles technologies pour abaisser les coûts, pour améliorer les performances, pour augmenter la scalabilité, l'agilité des projets, etc. Mais en même temps, ne pas le faire n'importe comment. Donc, Cloud de Centre, ça définit que l'État, donc les administrations,
mais également les établissements publics. Ça ne va pas jusqu'aux collectivités locales, on n'a pas autorité sur les collectivités locales, mais au sein de l'administration, les projets qui manipulent des données sensibles doivent se reposer sur une conformité juridique et sur un agrément qui est donné par l'ANSSI qui s'appelle Secnum Cloud. À côté de ça, il y a une prise de position politique, ce que l'on appelle le cloud de confiance, qui consiste à dire que des technologies, et ça a été communiqué comme cela, que des technologies d'origine étrangère, et en particulier américaine, dès lors qu'elles font l'objet d'un transfert de technologie et d'opérations vers des entreprises européennes, alors elles sont éligibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont élues, elles sont éligibles à cet agrément dit cloud de confiance. Donc on voit, il y a deux trains un peu différents. Le premier qui dit, vous voulez jouer dans la cour de l'État sur des données sensibles, vous devez être conforme au droit européen et au niveau de sécurité exigé en France, qui est Secnum Cloud. Et puis il y a un train politique qui dit, on incite les transferts de technologies vers les opérateurs français. Donc ça, c'est, je dirais, le départ, le démarrage de cette stratégie cloud. Moi, j'en suis plutôt content parce que sur le volet, en tout cas, cloud au centre, ça a donné un temps d'avance aux entreprises françaises et européennes. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui ne s'y conformaient pas, du jour au lendemain, elles étaient exclues de la possibilité de travailler pour l'État. Et donc, quelque part, ça permettait d'équilibrer le temps d'avance marketing colossal que certains pouvaient avoir en redonnant une temporalité, ou en tout cas un intervalle de temps pendant lequel les entreprises françaises de la tech ou européennes pouvaient proposer leur technologie. La question qui s'est posée effectivement avec ce que vous signalez et Microsoft, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Office 365 ? L'État, dans sa très grande majorité, plus de 80% des utilisateurs, utilisaient des technologies Microsoft. Le Windows, la suite Office, la messagerie Exchange. C'était 80% à peu près du potentiel. Et donc évidemment, il y avait un lobbying massif de l'éditeur pour inciter, pour ne pas dire forcer, les clients à basculer les uns après les autres sur Office 365. Donc ça veut dire concrètement que les données, au lieu d'être sur les serveurs dans l'administration, opérées par l'administration, ils se retrouvaient sur les serveurs de Microsoft. Et donc avec les risques potentiels juridiques, techniques, d'interception, d'exploitation associés. Donc effectivement, cette circulaire que j'ai adressée à l'ensemble des directeurs du numérique, elle visait à dire sur la messagerie collaborative, il n'y a pas lieu d'utiliser Office 365, il y a des solutions alternatives, et il y a aussi des solutions qui étaient en train d'être construites au sein de l'État, en mutualisation entre les administrations, et d'ailleurs plusieurs ministères avaient déjà déployé des solutions alternatives. Je pense au ministère de l'écologie, au ministère de l'Intérieur, à la direction des impôts, la DGFiP, qui étaient les plus en avance sur des approches alternatives. Et au sein même de la DINUM, on travaillait sur la mise à disposition d'outils communs. J'en citerai un parce que je le trouve assez emblématique, c'est celui de la messagerie instantanée. La messagerie instantanée, et c'était particulièrement utile pendant la crise sanitaire, on n'allait pas dire aux agents publics « continuez à travailler en utilisant WhatsApp ou Telegram », évidemment. On est parti d'un composant open source, édité par une PME franco-anglaise, et à partir de cette solution open source, on a construit une messagerie instantanée qui s'appelle Chat, et qui a été déployée à plus de 350 000 maintenant, j'imagine, utilisateurs au sein de l'État et même au-delà de l'État. Vous n'avez pas dû apprécier la petite intervention de Elliot Anderson à Baptiste Robert, qui s'était installé dans un des salons du ministère en se faisant passer pour quelqu'un qui travaillait pour l'Élysée, je crois que c'est ça, avec une fausse adresse mail qui renvoyait sur son adresse mail perso, il avait pu s'installer dessus. Comment on réagit quand on est de votre côté à une situation pareille ? Non, c'est tout le propre de l'innovation. L'innovation, ça consiste à se confronter le plus tôt possible à ses utilisateurs. Si vous attendez que tout soit sec, c'est trop tard. Si vous attendez, ça c'était les cycles informatiques historiques. Vous écriviez un cahier des charges, vous reteniez un prestataire, vous développiez pendant 5 ans, et puis une fois que l'application arrivait entre les mains des utilisateurs, les besoins avaient changé, c'était plus le bon tempo. Et donc on a fait le contraire. On est sorti le plus vite possible avec un vraiment un prototype, qui avait des bugs, qui avait des failles de sécurité. Celle que vous signalez, en fait, c'est pas une faille de sécurité, c'était un incident complètement mineur qui permettait pas d'accéder au contenu des données.
Après, il y a toujours des personnes qui profitent de ces événements pour augmenter le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Bon, c'est une polémique qui ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse en revanche, c'est que les personnes qui détectent des failles contribuent en fait à l'amélioration de ces outils. Ce sont des outils d'intérêt général, hein. Et c'est ce qu'on a fait. Et à côté d'un Elliot Anderson, vous avez une dizaine d'autres personnes qui n'ont pas du tout fait le même bruit, le même foin médiatique, mais qui nous ont signalé des bugs, certains sensibles, qui ont été corrigés très vite. On a d'ailleurs lancé un bug bounty pour justement ouvrir ce canal de communication avec les spécialistes de la cybersécurité. Je voudrais revenir juste sur ce qu'on disait sur Microsoft, parce qu'il y a une nuance aussi à apporter. Dans votre note, c'est pas de l'anti-Microsoft bête et méchant. Vous êtes d'accord pour l'utilisation de Microsoft, ce qu'on appelle on-premise, du logiciel sur la machine. Ce qui pose problème, c'est vraiment le fait que ça communique avec le cloud de manière permanente. Mais du coup, quel est le risque concrètement? Est-ce que vous auriez des exemples? Non, mais je vais peut-être préciser, parce que je pense que c'est important. Il n'y a pas à être pro ou anti-Microsoft. Ça n'a pas de sens quand vous êtes un responsable dans le domaine du numérique. Vous avez besoin de Microsoft. D'ailleurs, Microsoft faisait des très bons produits. Après, il y a des évolutions et des positionnements stratégiques qui peuvent ou ne pas convenir à un client comme l'État, qui n'est pas un client comme les autres, mais les grandes entreprises ont le même réflexe. Microsoft reste un fournisseur. Il doit rester un fournisseur. S'il fait des choix stratégiques qui ne conviennent pas à ses clients, c'est normal que les clients changent de crèmerie. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'a pas forcément été bien compris à la fois par une partie des décideurs, mais aussi par les dirigeants de Microsoft France. Et donc, les remettre dans un rôle de fournisseur, même si c'est un fournisseur dominant, je pense que c'était quelque chose de salutaire. On parle souvent, on entend beaucoup parler de la relation de Microsoft avec la France. On dit même que c'est, on lit dans certains journaux, que c'est open bar dans les ministères, même ministère des Armées, enfin des choses quand même, des enjeux assez importants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir eu un petit peu le mauvais rôle, d'être celui qui a dû aller au charbon, devoir aller au front et dire ce que tout le monde devait dire, mais personne n'avait le courage de le faire? C'était mon job. Non mais, vous avez raison. Mais c'est exactement pour ça qu'un directeur interministériel du numérique existe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des positions, il faut faire des choix, il faut mesurer des risques, il faut sortir du bois. Et c'est le rôle du DINUM de sortir du bois. Et ça fait, je pense, beaucoup plaisir à beaucoup de monde. Si vous saviez le nombre de messages que j'ai eu après ça, en disant oui, c'est bien ce que tu as fait. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une approche anti-Microsoft. Je pense que c'est un très bon éditeur logiciel. C'est simplement l'intérêt de l'État. Et c'est au-dessus de tout autre intérêt. Depuis, il y a un nouveau projet qui est apparu, qui porte le nom d'une couleur, ma couleur préférée, qui est porté aussi par deux très belles entreprises françaises, Orange et Capgemini. C'est un projet qui s'appelle Bleu, qui lui commercialise différents services, et notamment les services d'Office 365, qui, eux, pourront être vendus avec l'agrément, je crois, de la SecNumCloud, enfin, en tout cas ce label, je ne sais pas comment on doit l'appeler, ce qui veut dire que de cette manière-là, les services d'Office 365 peuvent à nouveau rentrer dans les administrations. Ça, c'est la théorie. Mais on disait ça il y a 2 ans. Et 2 ans après, j'ai pas vu grand-chose. J'ai vu des plaquettes commerciales, un communiqué de presse, mais j'ai pas vu grand-chose pour de vrai. Et donc le jour où ça sortira, on regardera, je pense que les acheteurs regarderont les prix, les conditions, s'assureront qu'effectivement le transfert d'opérations s'est fait et que les machines tournent sur des data centers européens, opérés par une entreprise française ou une entreprise européenne. Tout ça, on va regarder. Donc le cadre, ce que je vous disais tout à l'heure, cloud de confiance, le permet. Dans la vraie vie, pour l'instant, ça n'existe pas. Et le jour où ça existera, évidemment, il faudra regarder de très près et voir si c'est intéressant d'y basculer. Est-ce que les gens qui vous succèdent auront le courage que vous avez eu de s'y opposer aussi fermement? Non, je peux pas répondre, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est toute la différence qu'il doit y avoir entre l'administration et le politique. Le rôle de l'administration, c'est de prendre des positions au long terme. Voilà, de se positionner en transcendant les clivages, les alternances, etc. J'espère que effectivement, mes successeurs auront à l'esprit cet intérêt au long terme pour l'État.
Donc vous êtes garante des services numériques proposés par l'État. Ça implique aussi un rôle important sur la sécurité de ces services-là. On entend beaucoup parler de ransomware aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne ? Alors, le mieux placé pour parler de cybersécurité, c'est c'est l'ANSSI, quoi. Donc D'ailleurs, on aimerait bien les recevoir. cybersécurité. Si vous pouvez nous aider à les avoir, ça serait super. N'hésitez pas à inviter Guillaume Poupard tant qu'il est en charge de son agence. Je pense qu'il contribue de manière exceptionnelle à démocratiser la culture de la cybersécurité et aussi les réflexes à avoir pour se prémunir des attaques, des risques. Voilà. Donc le ransomware, ça consiste effectivement dans son approche la plus classique, je dirais. Ça consiste à piéger les données d'un client et donc, souvent en les chiffrant à l'insu du client, les données et les sauvegardes de ces données, évidemment, parce que sinon ça ne sert à rien. Et ensuite d'obtenir une rançon en échange des clés de déchiffrement. Bon, ça je dirais c'est le basique de ce qu'est un ransomware. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des vecteurs d'attaque innombrables et plus les structures sont faiblement outillées en compétences, et je parle bien de compétences, en compétences numériques, plus elles sont exposées à ces risques. Et c'est comme ça que l'on a vu des municipalités, des hôpitaux, quelque part assaillis par des attaquants, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas les moyens des grandes organisations publiques. Et c'est tout l'intérêt de la mutualisation, c'est-à-dire que lorsque vous mutualisez, vous mettez à disposition des petits, entre guillemets, les moyens des grands. Et c'est tout l'intérêt au sein de l'État de pouvoir créer ces structures de mutualisation que sont l'ANSSI, que sont la DINUM, que peuvent être certains autres opérateurs informatiques, qui permettent justement de donner au plus grand nombre des administrations, à un coût marginal, finalement, le meilleur de ce qui peut exister. Récemment, on a vu un groupe qui se fait appeler Conti, qui s'appelle Conti, c'est un groupe de ransomware qui a attaqué un pays, le Costa Rica, en ciblant plusieurs ministères de ce pays-là, et ils auraient eu accès à plusieurs systèmes critiques des ministères, notamment des finances, en ayant accès à des informations des douanes et des impôts. Ils demandent une rançon de 20 millions de dollars et menacent même de renverser le nouveau gouvernement de Rodrigo Chavez, et qui lui-même a déclaré « Nous sommes en guerre, et je n'exagère pas ». Est-ce que les ransomware sont aujourd'hui une arme de guerre ? Les motivations premières sont quand même financières. C'est en tout cas ce que l'on observe. Il n'est pas exclu qu'un jour, ça devienne des motivations stratégiques, géopolitiques. Mais ce que l'on voit, ce que l'on observe, effectivement, en général, ce sont des pays ou des cibles qui sont faiblement protégés, faiblement défendus, qui souvent ont donné les clés en fait, de leur numérique, de leur informatique à des acteurs tiers sans avoir la capacité de maîtrise, qui sont ciblés, et systématiquement, la contrepartie, c'est d'obtenir des fonds. Est-ce qu'il faut les payer ? Je ne sais pas répondre. Honnêtement, je ne sais pas répondre. Là, il faut vraiment voir avec l'ANSSI qui vous dira ce qui est préférable de faire. Moi, je ne sais pas dire s'il faut mieux payer et continuer à être exposé de la même façon et recommencer 6 mois après, ou si ce n'est pas l'occasion de faire table rase et de reconstruire un système aux meilleures pratiques, à l'état de l'art. Comment on protège l'État de ces attaques ? La première clé, c'est la compétence. On a besoin d'investir dans les femmes et les hommes, d'avoir au sein de l'État des profils très qualifiés qui vont avoir envie à la fois de produire un service public de meilleure qualité, c'est tout l'intérêt de la digitalisation du service public, mais aussi de protéger l'État en situation de crise. Et c'est vraiment la clé. Et on a beaucoup travaillé ces dernières années à développer l'attractivité de l'État. Vous me demandiez de quoi je pourrais être le plus fier. En fait, en y réfléchissant, c'est probablement ça. C'est faire en sorte que l'État soit plus attractif. On a beaucoup travaillé dans le marketing du recrutement. On a gamifié, je ne sais pas comment on dit, ludifié les procédures de recrutement. On a créé ce qu'on appelle les commandos UX, les brigades d'intervention numérique, les startups d'État, les entrepreneurs d'intérêt général. Donc des dispositifs qui permettent d'inciter les étudiants, les salariés qui sont assez pointus, qui s'ennuient parfois dans leur entreprise, de consacrer quelques années à l'intérêt général, à rejoindre l'État et nous aider finalement à faire mieux. C'est ça, c'est des missions qui sont assez scénarisées sur des séquences, des périodes assez courtes.
C'est ça, c'est des personnes que l'on recrute, certains sur 10 mois, d'autres sur 12. Le plus long, ça doit être 3 ans. C'est relativement rare, en général c'est plutôt moins de 2 ans. On recrute ces personnes-là sur des missions. Ils ont une mission à accomplir et on espère qu'ils vont réussir leur mission avec leur équipe. Évidemment, ça c'est la devanture. La vérité, c'est que ce qu'on aimerait, c'est qu'une partie de ces personnes ait envie de continuer au sein de l'État. Et d'ailleurs, ça marche, puisque, pour fixer les idées, on a à peu près 50% des personnes, des experts qui découvrent l'État à l'occasion de ces missions un peu one-shot, qui continuent au sein de l'État, qui prennent un poste dans une administration, sur un gros projet, sur un petit projet, qui participent à une cellule d'innovation. Et en fait, c'est un très bon attracteur de profils qui ne se seraient jamais intéressés à l'État, avec peut-être parfois une image un peu poussiéreuse des métiers qui peut être proposés. En fait, on a scénarisé ces processus de recrutement, et en fait, on arrive à garder une partie de ces experts qui continuent après leur première expérience. Mais ces talents-là, j'imagine, ils vont chez les big tech. Comment on ne peut pas s'aligner? Eh ben non. En termes de salaire et en fait, d'attractivité. Non, mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on voit, nous, on a vu arriver au sein de l'État des profils qui viennent des cabinets de conseil, des meilleurs cabinets de conseil, des big tech. C'est des personnes qui, à un moment donné, se disent pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, sur quel projet j'ai envie de travailler. Et il y a une prise de conscience générale, je pense en particulier dans les plus jeunes générations, de l'impact de son travail sur la société, sur le monde. Et moi, je rencontrais un grand nombre de jeunes qui n'ont aucun problème d'employabilité, qui posent leur CV sur LinkedIn, qui vont avoir le soir même une dizaine de propositions, mais qui se disent, moi j'ai envie de travailler sur un projet qui a du sens. Et ça, les projets qui ont du sens, l'administration est capable d'en proposer. Il n'y a pas que l'administration, on a également des entreprises, des associations qui sont aussi capables de proposer des projets à impact. Et on voit bien que de plus en plus, on a des profils très pointus qui basculent vers ces projets. Et la question de la rémunération n'est pas le premier critère, même si l'État a réussi à s'aligner en fait, sur les rémunérations, la plupart des rémunérations, on va dire, des grands groupes. Ce n'est pas le premier critère qui les fait basculer. On se rend bien compte, c'est évident, de toute manière, que le numérique est sorti de nos écrans. C'est ce qui fait notre vie vraiment aujourd'hui. Notamment, on voit l'impact que la guerre en Ukraine a sur notre Internet, sur le monde numérique. On voit qu'il y a un rideau de fer qui se dresse de plus en plus entre deux webs différents. Est-ce que vous pensez que le retour de la guerre en Europe signe le début de la fin de l'Internet tel qu'on l'avait connu? Je pense que l'Internet des années 2010 n'est pas du tout l'Internet des années 90 et 2000. Donc avant la guerre, on a déjà basculé. On a basculé vers un univers où la donnée est captée, où la liberté est quasiment proscrite. C'est très compliqué de continuer à être anonyme sur Internet, à accéder à des applications sans fournir un tas d'informations. Et la bascule du monde Internet dans le domaine de la marchandisation de la donnée a quand même changé profondément l'ADN de l'Internet. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça continue à être gratuit, mais c'est plus du tout la gratuité des années 90 et 2000. Après, avec la guerre, c'est encore autre chose qui commence à s'installer. Ce sont effectivement des écosystèmes qui existaient déjà avant la guerre. On voit bien l'écosystème d'Asie du Sud-Est. Il y a déjà des écosystèmes à peu près étanches qui s'étaient constitués avec leurs piles applicatives, leurs principaux réseaux sociaux, leurs outils, leurs jeux, etc. Donc ce sont des univers qui se côtoient. On continue à pouvoir y accéder. Il n'est pas exclu à un moment donné qu'on ne puisse plus techniquement y accéder. C'est-à-dire qu'il y a des vraies murailles qui s'instituent entre un web de l'Ouest et un web de l'Est, ou un web d'Asie et un web européen. Peut-être que ça existera. Il y a effectivement un retour vers le protectionnisme qui s'institue dans les réseaux, mais ça ne date pas de la guerre, ça a commencé un peu plus tôt. Google ou Facebook interdit en France ou en Europe, c'est quelque chose qui pourrait arriver? Il faudrait vraiment qu'ils fassent des conneries. Hein. Ils en font pas déjà? Ouais, mais pas suffisamment pour justifier une telle décision. Mais je ne sais pas comment les choses évolueront. L'Europe va continuer à leur balancer des amendes à coups de milliards. Je pense que l'arme des amendes et l'arme du droit, c'est un outil intéressant. Un outil intéressant pour développer des pratiques peut-être plus saines. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas dire. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le recul
suffisant pour pouvoir juger de la performance des sanctions et de ces politiques de régulation. De toute manière, c'est tellement pratique et il n'y en a pas d'autres alternatives, non? Comment pourrait-on faire sans eux? Je pense que le vrai sujet, il est là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met en face? Et est-ce qu'on a le choix? Moi, j'ai été interrogé par les parlementaires sur la souveraineté numérique. Ils m'ont demandé quelle était ma définition de la souveraineté. Je leur ai dit, pour moi, la souveraineté numérique, c'est être capable de choisir ses dépendances. Savoir à qui finalement on donne les clés et avoir la capacité de reprendre ces clés et de les donner éventuellement à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la possibilité de se détourner du système d'exploitation Windows ou Android ou iOS? Non. Clairement non. Linux n'a pas été suffisamment performant, ergonomique pour atteindre le grand public, n'est pas présent sur les smartphones. Donc aujourd'hui, on a peu de choix sur le système d'exploitation, et celui qui maîtrise le système d'exploitation, il maîtrise une très grande partie des couches au-dessus de ce système. Est-ce que sur la bureautique, on a du choix? On a du choix. On commence à avoir du choix. Donc, oui, on peut se défaire de l'emprise de ces éditeurs. Peut-être qu'il ne faut pas s'en défaire. Tant que ça reste des produits de bonne qualité avec une approche on-premise, c'est-à-dire qui permet aux utilisateurs de garder le contrôle sur les données, très bien. Mais moi, j'étais choqué par l'arrivée de Windows 11, par exemple. Aujourd'hui, Windows 11, pour pouvoir conserver un compte local, vous devez débrancher votre prise Ethernet ou couper le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'à la configuration de Windows 11, si vous n'avez pas le réflexe, personne n'a ce réflexe, très peu de personnes, je sais pas, 1% maximum, de couper le réseau, vous ne pouvez plus installer Windows 11 sans créer un compte en ligne chez Microsoft. Pour moi, c'est le signal d'une bascule du côté obscur de la force d'un éditeur comme Microsoft quand on voit ce genre de choses. Quelles pourraient être les conséquences? Quels sont les risques? Les risques, c'est la perte de contrôle. Je pense que c'est le risque majeur, c'est celui-là. Donc à partir du moment où vous donnez les clés à quelqu'un d'autre, vous êtes obligé de faire confiance à la manière dont il va utiliser les clés. Pourquoi est-ce que vous feriez confiance à un tel ou à un tel? Il n'y a aucune raison de lui faire confiance davantage qu'à d'autres. Et donc le fait de ne plus avoir le choix, je pense que c'est le risque majeur. Il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui de la principauté de Monaco, qui a lancé le Monaco Cloud. C'est un opérateur privé majoritairement détenu par le gouvernement monégasque, qui se revendique être le premier cloud souverain d'État opérationnel, en Europe en tout cas. Pour assurer la résilience de ce cloud, ils ont cloné ce service cloud. Il est relié en fibre optique directe, sans intermédiaire, donc au Luxembourg. Et là où ça devient très intéressant, c'est qu'ils ont créé ce qu'ils appellent une e-embassy dans un data center qui, lui, est directement au Luxembourg. Ce qui leur donne la possibilité d'avoir un territoire monégasque qui n'est plus situé sur Monaco. C'est vrai que, 2 km², je crois à peu près, c'est difficile pour gérer tous les systèmes d'information de ce pays-là. Est-ce que vous pensez que c'est un précédent qu'on va voir se développer à l'avenir? Et est-ce que, justement, ce type de méthode ne permettrait pas aux petits pays de développer leur influence? Bon, là, on est dans un cas très particulier. C'est qu'effectivement, il y a probablement un problème de mètres carrés à Monaco pour héberger un data center régalien. Mais dans la plupart des pays, on n'a pas cette difficulté. On sait héberger des data centers européens. C'est d'ailleurs un peu le sens de ce qu'on a appelé le cloud de confiance. C'est faire transférer les savoir-faire d'entreprises étrangères vers des partenaires qui vont opérer les machines, les services sur le territoire européen. Donc, ce que fait Monaco en le mettant au Luxembourg, c'est ni plus ni moins que ce que on pourrait faire en Europe avec ces transferts de technologie. Est-ce que ça fonctionne et est-ce qu'ils sont autonomes sur l'opération de leur data center? Je ne sais pas. Ils travaillent avec Dell VMware et AWS. Voilà. Donc, je pense qu'ils ne sont pas complètement autonomes dans l'opération de leur service cloud. Mais ça mériterait d'être creusé. Mais leur argument, justement, c'est de dire qu'ils ne sont pas soumis au Patriot Act ou Cloud Act. On peut rappeler ce que c'est. Je crois que c'est des lois américaines qui autorisent l'État américain à avoir accès aux données qui transitent par les entreprises américaines. Je pense que c'est des choses qui doivent s'analyser en profondeur. Le nombre de déclarations marketing disant que les services ne sont pas soumis au Patriot Act ou au Cloud Act, alors qu'en creusant un tout petit peu, on se rend compte que de toute façon,
À partir du moment où ils sont opérés par une entreprise américaine, ils sont soumis à ces réglementations. Et donc, au-delà de la plaquette et de l'affichage de principe, il faut regarder la réalité des choses. Voilà. Donc, je ne connais pas suffisamment le cas monégasque pour apporter un avis éclairé dessus. Ça me donne envie de savoir ce que vous pensez de Gaia-X, le projet de cloud européen qui accepte l'intervention sous l'idée qui est assez noble en soi, de libre concurrence, et des opérateurs du coup étrangers, que ce soit Alibaba chinois ou des Américains avec Azure ou Google Cloud, veulent participer à ce projet en disant de toute manière on le fait en Europe, c'est hébergé en Europe, les données circulent entre pays européens, ça ne va pas chez nous, donc on a le droit d'y participer, et a priori l'Europe accepte ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'étais assez enthousiaste au début. En 2019, il y avait 22 membres européens, fondateurs. L'idée initiale était de construire un Airbus du cloud européen. Bon. C'est passé, je ne sais plus combien, peut-être 150 membres depuis. On a vu effectivement débouler les GAFAM, les Huawei, les Palantir, un certain nombre d'autres acteurs. La gouvernance me paraît compliquée. On ne comprend plus quelle est la finalité du projet alors qu'initialement c'était plutôt clair. J'ai vu un Yann Lechel à la tête de Scaleway quitter le consortium, d'autres se posaient les mêmes questions. Je ne suis pas particulièrement optimiste sur le fait que ça débouche sur quelque chose d'utile. Après, ça reste des lieux de rencontre potentiellement intéressants pour certains du lobbying, pour d'autres des opportunités de partenariat. Je ne miserai pas beaucoup sur le succès de cette initiative, personnellement en tout cas. Là, je m'exprime à titre purement personnel, évidemment. Est-ce que un des problèmes, c'est pas justement la force des lobbies de ces entreprises-là ? Parce qu'on voit Microsoft, ce qui s'est passé, on l'a évoqué ensemble, interdiction des services d'Office 365 qui reviennent sous un nouveau nom, sous le nom d'une nouvelle identité d'une entreprise française. Et là, finalement, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer. Ils sentaient le vent tourner. Et hop, ils interviennent dans un nouveau projet qui est censé être européen, fait par des Européens, sauf qu'ils fournissent le matériel, le logiciel. Moi, qui fournissent le matériel et le logiciel, ça ne me pose aucune difficulté. Les matériels, ça fait longtemps qu'on n'en fabrique plus beaucoup en Europe. Et les logiciels, c'est vrai que ce serait intéressant d'en fabriquer davantage, mais enfin, sur des couches basses, on va dire, on n'en fait pas beaucoup. Bon, j'ai pas de difficulté avec ça. Le sujet, c'est effectivement comment les données sont opérées, comment on garantit la protection de ces données économiques, commerciales, qui portent sur les citoyens, comment on garantit les libertés individuelles. C'est ça l'enjeu. Donc après, ces entreprises ont raison de leur point de vue de faire du lobbying pour essayer d'infléchir le cours des choses et de développer des opportunités business pour leurs commanditaires. Parce que de leur point de vue, c'est logique de faire ça. Après, comment il faut le faire ? Je vous citais tout à l'heure le sujet du rapport de force avec ces entreprises. Mais je pense que mes enfants, ils diraient ils ont pris trop la confiance. Ils diraient un truc comme ça. Voilà. Ils ont pris l'habitude de ne pas faire confiance à leurs clients et de ne pas essayer de résoudre les problèmes de leurs clients et de contourner, en particulier au sein de l'État, les besoins de leurs clients en passant par les cabinets, par le politique, en tapant sur des niveaux qui ne sont pas le niveau de décision administrative et opérationnelle. Bon, après c'est un choix qu'ils peuvent faire, ça peut marcher, ça peut moins marcher. Je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité des futurs dirigeants du numérique de l'État. Alors justement, là-dessus, il y a un nouveau ministère de la souveraineté numérique, qui fait partie du ministère de l'économie. En tout cas, c'est une des branches aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de secrétaire d'État. On ne sait pas s'il y en aura un plus tard, peut-être après les législatives. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce qu'il est normal que le numérique reste lié de manière aussi directe aux enjeux économiques ? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être un ministère du numérique ? Certains ont fait un appel là-dessus, justement, à demander ce qui est un ministère qui existe en tant que tel et qui vit par lui-même et qui puisse toucher toutes les branches du gouvernement. En fait, pour bien connaître l'État, si vous créez un ministère du numérique, il arrête de desservir l'État. C'est-à-dire qu'il devient autonome et il porte sa propre politique, alors que le vrai enjeu du numérique, il n'est pas là. Il est au contraire,
d'impacter l'ensemble des politiques publiques. Je pense que ça aurait été une très mauvaise nouvelle d'avoir un ministre du numérique et même un secrétaire d'État du numérique. On peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? En tout cas, pour les besoins de l'État, pour l'économie et le développement de l'économie numérique, c'est un sujet qui est un peu différent. Donc ça, il peut y avoir un enjeu. Mais le vrai sujet, c'est le numérique pour transformer la manière de produire du service public. Et donc, si vous cantonnez cet enjeu dans un ministère, alors vous perdez la dimension interministérielle et l'impact sur l'ensemble du gouvernement et de leurs équipes. Moi, je suis plutôt hostile à ce que justement, on canalise le numérique dans un seul ministère. En revanche, qu'il soit vraiment porté et que les décideurs comprennent les enjeux, s'en saisissent et interviennent pour promouvoir la transformation des politiques publiques grâce au numérique, oui, ça c'est évident et c'est fondamental. Donc ce qui sera intéressant, je pense, c'est de s'assurer que le portage politique du numérique, à la fois vers l'État et aussi vers la société, soit endossé par quelqu'un qui a suffisamment d'influence pour intervenir, conseiller ses collègues du gouvernement pour se saisir des opportunités numériques. Est-ce que c'est un signe positif qui est ce nouvel intitulé de souveraineté numérique? Ah oui, indéniablement. Il ne faut pas que ça reste de la com, évidemment, mais le fait de voir apparaître le terme souveraineté, et il y a un autre ministère qui a le terme souveraineté également, j'ai vu ça rapidement et je trouvais que c'était intéressant, le terme souveraineté numérique à Bercy, je pense que c'est la prise de conscience que c'était un enjeu qui a probablement été faiblement adressé jusqu'à présent et qui va être mieux adressé dans le futur. Donc c'est forcément une très bonne nouvelle. À votre avis, qu'est-ce qui va être fait dans les années à venir sur ce terrain-là? Je sais pas répondre. On a vu, ce sujet de souveraineté économique, il est aussi au cœur des enjeux de Flore que je citais tout à l'heure. On l'a vu dans le domaine énergétique, on l'a vu dans le domaine sanitaire, on l'a vu dans le domaine numérique. L'Europe a besoin de porter sa propre politique en la matière avec des champions, des acteurs dans les territoires qui sont capables de comprendre et de maîtriser les technologies et de les promouvoir à une échelle au moins européenne. Donc si c'est ça, si l'État va créer des conditions favorables à l'essor de ces entreprises françaises et européennes, super. Moi, j'applaudis des deux mains. Je pense que c'est vraiment le rôle de l'État de créer des conditions favorables. Après, il ne faut pas oublier que la richesse, ce n'est pas l'État qui la crée. Ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ça peut être la société civile parfois. L'État ne peut que créer des conditions favorables ou défavorables, ne peut que rebasculer des richesses et les répartir entre des personnes, mais elle ne crée pas de richesse. Donc si ce ministère se focalise sur la mise à disposition d'un cadre favorable, alors je pense que l'économie va suivre. Super. On a fait le tour sur cette première partie de l'interview. Aujourd'hui, je vais vous inviter à participer à un format qu'on développe qui s'appelle Internet Explorers, où là, justement, on essaie de comprendre quel est l'Internet de nos invités, où ils nous partagent leurs coups de cœur et leurs petites habitudes et les recommandations qu'ils auraient. Et notamment, je vais vous demander, est-ce qu'il y a des créateurs sur les réseaux sociaux que vous aimez beaucoup et que vous nous recommanderiez de suivre? Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je suis un peu hostile aux réseaux sociaux. J'utilise très peu les réseaux sociaux, hormis LinkedIn, qui est le réseau social professionnel de référence, mais sinon, je suis vraiment un mauvais client de ces outils. Après tout ce qu'on s'est dit, c'est vrai que c'est pas une surprise de vous entendre dire ça. Mais vous avez bien peut-être un site internet préféré? Alors, un site internet, les sites qui m'intéressent en particulier, souvent, ce sont des sites de jeux. De jeux de stratégie, de jeux de société, de coopération. J'aime bien la manière dont ils sont pris, justement parce qu'ils essayent de susciter, de faire comprendre le plus vite possible la valeur ajoutée du jeu. En gros, si vous êtes sur le site, vous avez 5 secondes pour décider de zapper, changer de site ou de rester dessus. Et donc ce sont des sites où en 5 secondes, il faut que vous compreniez ce que vous allez... s'il faut rester ou pas, et si ça va vous intéresser. Et donc, je passe pas mal de temps sur des sites de jeux de société, de jeux de stratégie, justement pour essayer de comprendre les mécanismes de design du X qu'ils ont développés pour essayer justement de favoriser cette perception en un coup d'œil de la valeur ajoutée. Et du coup, vous allez sur quel site? Je peux citer un vieux site que j'ai beaucoup fréquenté, qui s'appelle Horde, qui est un site de jeux vidéo dans un univers apocalyptique, post-apocalyptique. Et je trouvais que c'était
son approche était très intéressante. Voilà, je pense que le jeu a fermé depuis. Vous aimez bien ces univers-là? Je vous ai entendu parler de votre passion pour Matrix aussi. J'aime beaucoup l'univers du jeu de société, du jeu de stratégie. Oui, d'ailleurs, ça fait partie presque des regrets que je peux avoir. J'aurais aimé pouvoir lancer un éditeur de jeu. J'ai pas eu l'occasion. Enfin, j'ai commencé, mais sans m'y consacrer vraiment, donc ça n'a pas pu bien se développer. Mais c'est vrai que l'univers du jeu est un univers que j'apprécie tout particulièrement. De manière générale, je pense que l'univers du jeu, au même titre que l'univers de la culture, ce sont des univers qui contribuent à l'éveil intellectuel. C'est d'ailleurs une des thématiques de Flore. Hein. Comment faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe autour d'eux, ne soient pas simplement la cible de matraquage publicitaire, marketing, et ne subissent pas. Et donc, pour ne pas subir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut développer des réflexes d'analyse, d'esprit critique. Et je trouve que le jeu participe vraiment à ce développement de l'analyse et de l'esprit critique. Quelle est l'app la plus improbable et pourtant indispensable que vous avez sur votre téléphone? Alors, pour être cohérent avec ce que je viens de dire, c'est des apps de jeu. Donc, j'en citerai deux. Une app de bridge qui s'appelle Funbridge et une app qui s'appelle Conspiracy, qui est un jeu de diplomatie en ligne. Waouh, tout un programme. Votre premier souvenir Internet? Ça remonte à tellement longtemps. Je dois avouer que je suis pas capable de dire. J'ai découvert en fait Internet probablement par l'univers du jeu. Ça remonte aux années 90, donc maintenant ça commence un petit peu à dater. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de me plonger dans cet univers. Votre vidéo préférée sur Internet? Joker. Je suis mauvais public sur Internet. Selon vous, Internet ressemblera à quoi dans le futur? Il y a un vrai sujet en ce moment qui monte. Alors c'est du buzzword, évidemment, autour du métavers. C'est-à-dire, est-ce que demain, Internet, ce ne sera pas le lieu d'interaction sociale? Et voire le lieu exclusif ou quasi exclusif. On a tous en tête le Ready Player One, enfin, des univers de cette nature, même Matrix, des univers de cette nature où le virtuel prend le pas complètement sur le réel. Est-ce que Internet ressemblera à ça? Moi, je vais me battre pour que ça ne ressemble pas à ça. J'espère qu'on sera nombreux à faire en sorte que ça ne ressemble pas à ça. Même s'il y a quand même un intérêt, je le vois dans le domaine de la formation, dans le domaine même de l'univers professionnel, pouvoir se retrouver dans une salle virtuelle, parler avec son voisin et pas uniquement être sur Zoom ou sur Teams, dans des lieux un peu, on va dire, désincarnés, ça a quand même un intérêt. En particulier dans des entreprises qui essayent de développer le full remote, les nouvelles pratiques de travail hybride. Quoi. Et qu'est-ce que pourrait devenir l'Internet que vous aimeriez voir? Ça fait un peu vieux con, mais je pense que l'Internet du début, où l'anonymat était la règle, où la liberté d'accès aux ressources était courante, je pense qu'on n'y reviendra pas. En revanche, il faut garder ses réflexes. Et il y a encore des possibilités, il y a encore des zones de non-interdit. Je citais l'exemple de la possibilité d'installer Windows sans créer de compte en ligne. Il y a encore ces possibilités, il faut se battre pour qu'elles subsistent. De l'anonymat, de l'accès en VPN, du chiffrement systématique de ces données, de la préservation de ces îlots d'autonomie personnelle. Super. Alors, je vais reprendre le fil de notre interview avec des questions peut-être plus personnelles sur vous. On a parlé de votre aventure au sein de l'État et des questions du coup à l'échelle de l'État. Mais vous, en tant qu'expert du numérique et à votre échelle personnelle, quelles sont vos craintes pour votre vie en ligne? Quels sont les moyens de se protéger que vous pouvez utiliser? Je pense que le premier sujet, c'est de comprendre les outils. Là aussi, c'est un réflexe basique d'ingénieur, mais comprendre les machins qu'on nous met entre les mains, les terminaux, les réseaux qui sont derrière, les applications, je pense que c'est fondamental. Et en particulier, je trouve que les élèves, les collégiens, les lycéens, les étudiants ne comprennent pas, ou en tout cas on ne leur apprend pas suffisamment
ce qui se passe. Ce qu'est un serveur, ce qu'est une application, ce qu'est une base de données, comment on se protège, qu'est-ce qu'on met à disposition des uns et des autres. Et du coup, c'est une génération qui est extrêmement à l'aise avec les outils et les services, mais qui n'a pas développé l'esprit critique de la génération précédente, sans doute. Et aussi une certaine forme de réserve. Pour prendre un exemple personnel, je trouve qu'il est fondamental d'avoir des règles. Des règles, le téléphone ne rentre pas dans la chambre à coucher, le téléphone n'est pas à table, et lorsqu'on déjeune avec ses enfants, on en profite pour en faire un événement de partage. Ce sont des règles qui se perdent progressivement, je pense que c'est dommage. Et si on veut garder la maîtrise des outils, il faut revenir à quelques basiques, quelques fondamentaux, qui consistent à garder le pouvoir sur les outils et pas subir le pouvoir des outils. Et je pense que c'est vraiment la clé pour les années à venir, faire en sorte qu'il y ait un développement, une prise de conscience dès le plus jeune âge, et ça passe par les parents, ça passe par l'école, de la nécessité de maîtriser l'outil numérique, informatique, et pas simplement considérer que c'est un objet magique qu'on a envie d'utiliser matin, midi et soir. Mais justement, ce petit objet avec un bel écran réflectif, tout noir, un petit peu magique justement, où tout est fait pour ne pas être accessible. Comment on fait quand on grandit dans cet univers-là où finalement tout est fait par les constructeurs pour nous empêcher de le bricoler, d'essayer de comprendre comment ça marche? Comment on fait pour garder et développer cet esprit critique qui était le propre des débuts d'Internet où finalement c'était beaucoup plus accessible? Alors ça reste possible. Ça reste possible sur son micro-ordinateur, son PC. C'est de plus en plus difficile. C'est très difficile avec son smartphone parce que là on est vraiment dans des univers complètement verrouillés où toutes les couches sont possédées par un seul acteur, donc qui a assuré en fait une... Quand vous avez un seul acteur qui maîtrise toute la chaîne, il n'est pas obligé d'ouvrir des interfaces, et donc du coup de documenter, de rendre transparent la manière d'échanger avec son outil, puisque c'est lui qui maîtrise toute la chaîne. Quand vous êtes dans des environnements plateformes, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas toute la chaîne, vous maîtrisez un bout, puis vous ouvrez des API, on appelle donc des interfaces informatiques vers les autres systèmes, alors en fait vous ouvrez aux autres et vous créez des chaînes de dépendance documentées. Donc vous avez raison, il y a un vrai problème aujourd'hui sur les smartphones. Il n'y a pas d'écosystème ouvert qui permet à différents acteurs de rentrer et du coup qui force les acteurs dominants, que sont Google et Apple, à documenter ce qu'ils ont fait, à le rendre transparent et à nous assurer, nous, ensuite, que ça c'est le travail des journalistes, des experts, que les promesses sont bien tenues. Aujourd'hui, qui a le contrôle et qui se fait contrôler? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est une chaîne. Aujourd'hui, il y a des suspicions permanentes. On sait aujourd'hui qui ne contrôle pas. Voilà. On ne sait pas qui contrôle, on sait qui ne contrôle pas. L'utilisateur ne contrôle plus. Donc, le client ne contrôle plus, sauf lorsqu'il garde la main sur les outils et qu'il s'assure, parce qu'il a les bonnes équipes pour ça, qu'il n'y a pas les backdoors, qu'il n'y a pas les intrusions, etc., que ces équipes sont également de confiance, mais l'utilisateur perd progressivement le contrôle. Donc, si lui le perd, ceux qui l'ont, c'est ceux qui fournissent les solutions, quoi. Et vous, justement, avec ce nouveau projet Flore, on a parlé de votre expérience, on a parlé de vos prises de position qui vous amènent aujourd'hui à lancer ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il réunit finalement tous vos combats et vos expériences qui vous amènent jusqu'ici? Vous avez raison d'utiliser ce terme, réunir tous mes combats. Flore, c'est vraiment ça, c'est la constitution d'un écosystème d'entrepreneurs. Il y a 3 raisons en fait qui nous ont amenés à lancer Flore. Le premier, c'est celui de l'intérêt général. C'est un fil conducteur dans mon parcours. Mes deux camarades qui ont rejoint l'aventure ont également ce fil conducteur. Soutenir des projets d'intérêt général, des projets à impact, c'est un premier élément, je dirais, fondamental. Le deuxième élément, c'est celui de la souveraineté économique française et européenne. C'est-à-dire que les projets que nous allons soutenir sont des projets qui contribuent à développer cette souveraineté. Et puis le troisième élément, je dirais, je commence à avoir un peu d'expérience maintenant, je suis dans un état d'esprit, et c'est la même chose pour mes camarades, de transmission progressive, de passage de témoins vers les nouvelles générations d'entrepreneurs. Et c'est vraiment
la somme de ces trois qui nous ont amenés à lancer ce collectif. C'est un écosystème d'entrepreneurs. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait? On prend par la main des entrepreneurs qui ont des idées, qui ont un début d'équipe, qui ont envie de travailler sur un projet d'intérêt général, qui ont envie de créer de la valeur en France. On les prend par la main et on les aide. On les aide à éclore. On finance une partie de leur R&D. On leur apporte du mentorat. On leur apporte des ressources mutualisées. Finalement, ce que j'ai fait au sein de l'État avec la DINUM, donc savoir constituer cet écosystème interministériel où on travaille pour le compte de l'ensemble des ministères, quelque part c'est la même chose transposée à l'univers des petites entreprises. On crée, c'est plus de l'interministériel, mais c'est de l'interentreprise. On crée des ressources interentreprises, on mutualise des fonctions de communication, de gestion, de business développement, donc de chasse commerciale, des ressources techniques, et on les met à disposition de ces entrepreneurs pour qu'ils puissent se focaliser sur leur cœur de métier. Et ce cœur de métier, on essaye de l'avoir dans quelques thématiques qui nous intéressent tout particulièrement, celle de la transformation numérique des territoires et de l'économie, la thématique du développement durable et de l'alimentation. On voit bien que c'est un sujet sur lequel la souveraineté est encore à approfondir. Il y a le domaine des services aux personnes vulnérables, justement faire en sorte qu'on n'ait pas une partie de la population qui ait l'impression d'être laissée pour compte et qui ensuite va se tourner vers des extrêmes, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient personnels. Et puis le quatrième domaine, c'est celui de la connaissance, c'est ce qu'on appelle l'éveil intellectuel, et sans surprise, on va retrouver le jeu, la culture et l'éducation. Et donc tous les projets qui relèvent d'un de ces domaines, qui sont portés par un entrepreneur basé en France, qui a envie de créer de la R&D et qui a envie de créer son produit en France ou en Europe, nous pouvons potentiellement l'aider. Super. Pourquoi ça s'appelle Flore? Flore, c'est quelque part, c'est c'est le référentiel végétal. Et le référentiel végétal, on voit ce que c'est une diversité d'espèces. Elles aspirent toutes à la lumière, mais elles ont des développements qui vont être chaotiques, qui vont être différents. Elles visent toutes à rendre fertiles des espaces infertiles. Et donc, c'est cette image de la nature, finalement, transposée dans l'univers de l'entrepreneuriat, me plaisait beaucoup. Et j'avais vraiment envie, effectivement, d'aider ces petites pousses à grandir un peu partout en France et à contribuer au bien commun. Ça se tient. Je savais que c'était une bonne idée de vous demander pourquoi ça s'appelle Flore. Il y a toujours une idée assez profonde et qui illustre très bien en fait pourquoi la raison d'être de l'entreprise. Donc c'est très intéressant. Alors nous, on a créé Contrôle parce qu'on est dans une démarche personnelle de reprise du contrôle sur nos vies numériques. Quels outils vous nous conseillerez, quelles alternatives vous nous conseillerez à utiliser, à privilégier, nous et nos auditeurs qui sont dans la même démarche que nous, pour justement reprendre le contrôle sur nos vies numériques? Bon, vous l'avez compris, ne pas créer un compte Windows 11 en ligne, pour commencer. Il y a quelques réflexes de base à avoir. Déployer un VPN, quelques euros par mois, pour protéger ses communications depuis son smartphone et son PC. Déployer un outil comme VeraCrypt, qui est un logiciel open source qui est codé par un ingénieur extrêmement brillant, qui est mis à disposition de tout le monde pour chiffrer ses données. Utiliser KeePass pour protéger ses mots-clés et éviter d'utiliser tout le temps le même sur tous les sites, parce que là, c'est le meilleur moyen de compromettre toute sa chaîne de confiance. Une fois qu'un mot de passe est compromis, c'est tous les autres qui sont les mêmes et qui sont évidemment compromis. C'est ne pas mettre ces fichiers en libre accès sur des clouds publics. Donc concrètement, il vaut mieux, je pense, configurer un outil comme 5back qui permet d'automatiser la réplication de ces fichiers entre son disque dur et un cloud européen qui pourrait être retenu. Là aussi, c'est quelques euros par mois. Donc, garder le contrôle, ça coûte quelques euros. Ouais. Ça coûte quelques euros par mois. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de le faire? Moi, ma conviction, c'est que c'est fondamental de le faire. Est-ce que justement, ça serait pas ça qui serait intéressant de faire avec Flore, proposer une offre commune pour quelques euros, où justement on a accès à toute cette série de services? Si un entrepreneur se lance avec ce rêve, on l'aidera volontiers.
Très intéressant, ok. On a encore besoin de vos conseils. Je vous lâche pas tout de suite. Ok. Quels seraient vos conseils de lecture, de documentaires ou de films pour mieux comprendre quels sont les enjeux aujourd'hui avec le numérique? Alors, peut-être de livres. J'ai été impacté par La fabrique du crétin digital. Ça remonte à 2019. Je crois que c'est un directeur de recherche de l'INSERM, dont le nom m'échappe, qui l'a écrit. Je trouvais que c'était quand même assez en résonance avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça faisait suite à La fabrique du crétin, qui est un livre qui remonte à 2005 et qui montre comment l'école, finalement, a un peu perdu de vue le développement ou l'éveil de l'enfant au fil des années. C'est intéressant de les lire. Évidemment, il faut avoir un peu d'esprit critique, mais c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir ces références en tête. Voilà. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué ou des documentaires? Je suis un fan inconditionnel de Matrix. Ça, c'est une certitude. Pilule rouge ou pilule bleue? Je pense qu'il faut tester les deux, en fait. C'est intéressant, probablement. Et j'aime beaucoup l'univers je l'ai cité tout à l'heure, de Ready Player One. En fait, ça ressemble probablement à quelque chose qui va se passer dans quelques décennies. Et donc la question, c'est comment on garde le contrôle de cet univers qui se profile, quoi. Très belle ouverture pour la suite. Peut-être qu'on recevra... C'est qui le réalisateur de Ready Player One, d'ailleurs? C'est un gros réal, oui, je crois. Oui, je me demande si c'est... Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est peut-être Spielberg Ouais, je crois. Ouais. C'est peut-être des gens comme ça qu'il faut recevoir pour parler de l'avenir aussi d'Internet, qui souvent, malheureusement, anticipent notre réalité. En tout cas, merci beaucoup Nadi Bouana. C'était un super échange et je pense qu'on a appris pas mal de choses. Merci de nous avoir dit aussi quelques vérités sur votre passage à la DINUM. Des choses très intéressantes à en tirer. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode avec un nouvel acteur du numérique qui lui aussi s'engage pour reprendre le contrôle sur nos vies numériques. Merci beaucoup pour votre invitation, c'était très sympa. Merci, au revoir.